Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est le dernier cours de mise à niveau avant votre examen final théorique. Juste un petit rappel pour les dates, là, l'examen final théorique qui vaut 32%, ça va avoir lieu si vous êtes du campus Félix Leclerc. Il va avoir lieu mardi le 15 décembre à 13h au local F1323. Donc, ce n'est pas le même local que d'habitude, c'est le F1323. Alors que si vous êtes du campus Gabriel-Leroy, vous allez avoir votre examen final vendredi le 18 à 8h le matin au même local que d'habitude, le 1.205. Donc là, je vais faire avec vous les solutions des exercices de révision. Juste mentionner, par exemple, qu'il y a plus d'exercices de révision dans ce document-ci que qu'est-ce que vous allez avoir à faire en 2 heures dans l'examen final. Mais j'aimerais mieux avoir un portrait complet là, des styles de questions qui peuvent vous être demandés. Fait que avec ce document-là, si vous comprenez bien là, toutes les questions, les solutions, vous devriez être prêt. Là, si vous êtes en mesure de les refaire par vous-même, vous devriez être prêt pour l'examen à ce moment-là. Vous remarquerez aussi qu'à la fin du document, j'ai mis la feuille d'équation. Donc, la feuille d'équation ici, dans le format qui va vous être donné au final. L'encadré, ce sont des équations qui sont de la matière qui n'est pas dans l'examen final. Puis j'ai aussi barré 2 formules que c'est des sections qu'on n'a pas couvertes. Donc, c'est ça. Alors, on se lance. J'espère que vous avez essayé les exercices par vous-même avant de visionner cette vidéo-ci. Alors, pour commencer, on dit on a un camion qui part du repos. Il subit une accélération constante de 3,5 mètres par seconde carré sur une distance de 100 mètres. Donc, on demande quelle est sa vitesse finale. Alors, comme je vous ai mentionné, il y a juste cet aspect-là de la section 2 qui peut revenir dans l'examen final, c'est l'utilisation des 4 équations du MRUA. Ici, on a un mouvement qui est accéléré. Donc, c'est le cas. On va énumérer quelles sont nos informations. Donc, part du repos, ça veut dire que la vitesse initiale est de 0. On a une accélération qui nous est donnée. Ici, c'est 3,5 mètres par seconde carré. Puis, quelle distance il va parcourir? Ça va être équivalent à son déplacement. Ça va être 100 mètres. Donc, là, on cherche la vitesse finale. Si on regarde les 4 équations du MRUA que vous avez dans la feuille d'équation, sont fournies. Il n'y en a qu'une seule ici qui n'a pas le temps dedans, parce que là, pour l'instant, on ne cherche pas encore le temps. Puis, il n'est pas fourni. Donc, ça va être la formule avec les vitesses au carré. Okay. Ça va nous donner ici vitesse finale au carré égale 0 au carré plus 2 fois 3,5 fois delta x 100. Donc, on fait le calcul et on obtient la vitesse finale qui est de 26,46 mètres par seconde. Ensuite, on demande le temps nécessaire pour parcourir ces 100 mètres. Donc, dans le fond, il n'y a rien qui a changé dans les conditions du mouvement ici. C'est juste qu'on vient d'ajouter une information supplémentaire avec la vitesse finale qu'on vient de trouver. Donc là, les 3 autres équations du MRUA sont peut-être bonnes là, pour trouver la durée. Sauf qu'il y en a qui sont plus faciles à utiliser que d'autres. Moi, je dirais que si on y va avec l'équation, c'est la définition de l'accélération. La vitesse finale égale la vitesse initiale plus l'accélération fois le temps. Ça pourrait être un bon choix. Là. Ça va être facile d'isoler le temps là-dedans. Mais il y a d'autres options. Si vous arrivez à la même réponse, c'est parce que vous avez bien fait ça. Donc ici, je vais prendre 26,46 égale 0 plus 3,5 fois delta t. Alors, le 0 ne compte pas vraiment. Alors, je vois ici que je peux diviser le 26,46 par 3,5 pour obtenir la durée ou l'intervalle de temps. J'obtiens 7,56 secondes. Voilà. Au numéro 2, maintenant, on dit on a une force, on connaît sa grandeur et son orientation par rapport à l'axe des X. Donc, on a à déterminer ici les composantes X et Y de la force. Rendu à ce point-ci dans la session, cette question-là devrait être quand même assez facile. On va prendre nos formules pour calculer une composante. Ici, l'orientation est déjà donnée de façon conventionnelle, donc on peut y aller directement. Fait que la force en X, ça va être simplement 24, la grandeur, fois le cosinus de l'orientation de 120 degrés. Là, il faut s'assurer que votre calculatrice ça va être en mode degré à l'examen.
Ça donne ici moins 12. Et comme c'est une force, ben, les composantes ont la même unité que la grandeur ici, c'est des newtons. Moins 12 newtons. Pour la composante Y, on répète un calcul similaire, mais avec un sinus. Donc, 24 sin de 120. On obtient ici une composante de 20,8 newtons. Maintenant, la question 3, bien, on va répéter un peu ce qu'on vient de faire parce qu'on va avoir besoin de calculer les composantes de trois forces vu qu'on nous demande pour commencer la grandeur et l'orientation de leur résultante ici, de ces trois forces-là. Et comme elles ne sont pas alignées toutes sur le même axe, bien, il va falloir aller procéder en additionnant les composantes X ensemble, les composantes Y ensemble séparément pour après ça recombiner le vecteur. Donc, on y va une par une. OK, peut-être avant de commencer, on devrait aller chercher quelles sont les bonnes orientations là, pour chacune des forces afin de ne pas se tromper lors du calcul. Donc, ben, le 30 degrés pour la force 1 il est déjà adéquat parce qu'il est dans le sens horaire à partir de l'axe des X. Par contre, pour la force 2, on a un angle qui n'est pas... On ne peut pas prendre 40 dans le calcul. On va utiliser 140 degrés. En faisant 180 moins ce 40-là, on obtient l'orientation de F2. Pour F3, ben, il s'agit de couvrir 3 cadrans, là, 3 fois 90, ce qui fait une orientation de 270 degrés. Donc, voilà ce qu'on va utiliser dans le calcul. Fait que pour la première force, ça va être 25 fois le cos de 30 pour les X, ce qui donne 21,65 newtons. F1, Y, ça va être 25 sin de 30. Qui fait 12,5 newtons. Donc, je vais juste faire apparaître là, les calculs pour les composantes suivantes pour ne pas éterniser l'explication. Puis, je vous reviens. Donc, voici les composantes que j'ai obtenues pour les calculs des trois forces. Donc là, prochaine étape, ça va être de mettre toutes les valeurs en X ensemble, toutes les valeurs en Y ensemble. Résultante en X, FRX. Ici, je vais additionner. D'abord, j'avais 21,65. Après ça, j'ajoute à ça le moins 153,21 et j'ajoute 0. J'obtiens ici une composante de ma résultante en X de moins 131,56 newtons. On fait la même chose en Y. Force résultante en Y, ça va être la somme de 12,5 plus 128,56 plus un négatif, donc moins 150. Et j'obtiens moins 8,94 newtons. Dernière partie de la question A. Alors, ça va être de trouver la grandeur de la résultante. Donc, je vais prendre la racine carrée de la somme des carrés des composantes. Alors, ça nous donne une grandeur de force résultante de 131,9 newtons. Là, j'ai tracé un petit croquis ici à droite pour montrer que mon vecteur, comme j'ai deux composantes négatives, il est nécessairement dans le quadrant 3. Puis là, ce que je vais trouver d'abord pour l'orientation, c'est le petit angle ici par rapport à l'axe des X négatifs. Il va falloir ensuite que je donne l'orientation complète. Donc, en faisant 8,94 divisé par 131,56, je fais arctangente de ça. J'obtiens 3,88 degrés. Tout petit comme angle. Puis, mais c'est normal parce qu'on a une composante ici qui est très petite par rapport à l'autre. Donc là, ça voudrait dire que finalement, j'ai vraiment la bonne réponse, ce serait, je vais écrire θ comme étoile là, pour dire la valeur corrigée. Ce serait 180 degrés plus cet angle-là, donc 184 degrés si on arrondit à trois chiffres significatifs. Donc juste pour clarifier ici en rouge, là, ce sont les deux parties de la réponse. OK. Mais la question n'est pas terminée. Maintenant, on nous demande si on applique ce système de force à un objet dont la masse est de 15 kg, quelle sera son accélération? Donc, comme on a la force résultante, on a la force totale. On sait que, d'après la deuxième loi de Newton, la force totale, ça correspond à la masse multipliée par l'accélération.
Donc ici, le vecteur ici de la force totale et de l'accélération sont dans la même direction. Quand on demande l'accélération, c'est un vecteur d'accélération. Il devrait y avoir deux parties dans la réponse. Je vais déjà donner la première partie. L'angle pour l'accélération serait donc le même que la force résultante, de 184 degrés. Mais pour ce qui est de trouver la grandeur de la force, bien là, on y va avec le calcul. On a une force totale de 131,9 newtons et c'est égal à la masse de 15 kg fois la grandeur de l'accélération. Donc là, on va trouver la grandeur de l'accélération, ce qui donne ici 8,79 mètres par seconde carré. OK, on a encore une dernière question sur ce numéro-là. On demande maintenant quelle serait l'équilibrante de ce système de force. Donc, la quatrième force qui annulerait les trois premières. Les trois premières, on a déjà calculé leur résultante. Bien, ici, on n'a pas à refaire un gros calcul. Vous voyez, l'espace n'est pas très grand. Hein? C'est parce que c'est pas nécessaire de répéter un gros calcul. Quand on a trouvé l'équilibrante, on peut facilement trouver la résultante et vice-versa. Là, on vient de trouver la résultante, on peut facilement déduire l'équilibrante. La distinction entre les deux, c'est que ce sont des vecteurs qui ont une orientation opposée, mais la même grandeur. Fait que l'équilibrante, ça veut dire que nécessairement la force équilibrante, je vais appeler FE, ou on pourrait dire F4 ici, sa grandeur serait la même que la résultante, donc 131,9 newtons. Mais c'est son orientation qui serait inverse. Donc, si j'avais ici un 3,88 degrés comme ça pour la force résultante dans le cadran 3, bien, si je regarde au niveau opposé, bien, ce serait des angles ici opposés par le sommet. Fait que cette fois, j'aurais réellement, véritablement une orientation pour l'équilibrante de 3,88 degrés. OK, au numéro 4, maintenant, on a un bloc qui est au bout d'un ressort, puis ça oscille. Là, je réalise qu'on aurait dû dire qu'il n'y a pas de frottement ici. Sinon, ben, il manquerait des informations, on ne pourrait pas vraiment répondre à la question. Donc, ici, on dit si au moment où le ressort est étiré de 15 cm, on connaît sa vitesse, c'est 2 mètres par seconde au bloc. On demande c'est quoi la vitesse du bloc un peu plus tard, au moment où le ressort est comprimé de 10 cm. Donc, ici, on a aussi la constante K qui est connue, la masse du bloc. Donc, si je trace, par exemple, disons que je fais les deux situations. Supposons qu'ici, dans l'image qui est fournie, on a l'étirement de 15 cm. Fait qu'ici, on aurait un delta X de 15 cm. Puis là, on sait que la vitesse, c'est 2 mètres par seconde. Donc ça, ce serait la situation finale, où est-ce que le ressort est comprimé de 10 cm, mais là, on ne connaît pas sa vitesse finale. La vitesse initiale, elle, est de 2 mètres par seconde. Donc là, on a vu ensemble que mouvement au bout d'un ressort, ça se travaille seulement par conservation d'énergie ou des méthodes par énergie parce que ce n'est pas un mouvement avec une accélération qui est uniforme, donc on ne peut pas appliquer les équations du MRUA. Donc pour travailler ici, vu qu'il n'y a pas de frottement cinétique, on va pouvoir dire que l'énergie dans la situation initiale égale l'énergie dans la situation finale. Ici, je parle bien des énergies mécaniques. Je devrais mettre un M. Les types d'énergie qu'on a ici, on n'aura pas de variation de hauteur. Donc, on ne parlera pas d'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, on va dire on a l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle élastique initiale va être égale à l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle élastique finale. Donc, la valeur qui contient notre inconnu ici, c'est l'énergie cinétique finale. Elle, on la cherche parce que ça va nous permettre de calculer ensuite la vitesse. Donc, si je vais avec les valeurs que je connais, l'énergie cinétique initiale, ça va être 1/2 fois la masse qui est de 2, fois la vitesse initiale, ça aussi c'est 2 mètres par seconde. Je mets ça au carré. Ensuite, j'ajoute à ça 1/2 fois la constante de rappel. Donc, pour calculer l'énergie potentielle élastique initiale, donc fois 500, et fois l'allongement ou la compression initiale. Au début, c'est allongé de 15 cm, mais là, attention, on doit mettre cette valeur-là en mètres, donc 0,15 mètres au carré. Donc, ensuite, c'est égal à l'énergie cinétique finale qu'on cherche, plus l'énergie potentielle élastique finale, donc 1/2 fois le 500 encore, et fois la compression à la fin qui est en mètres 0,1, le 10 cm en mètres au carré. Donc la première, ça me fait 4 joules.
Ensuite, j'ai 5,625 égale énergie cinétique finale plus 2,5. Que 7,125 joules, ça correspond à mon énergie cinétique finale. Mais ça veut dire que le 7,125 joules est donc égal à 1/2 fois ma masse de 2 fois la vitesse finale au carré que je cherche. Donc, il ne me reste plus qu'à faire x2 divisé par 2. Finalement, ça revient au même. En fait, je fais la racine carrée de 7,125. Et j'obtiens que la vitesse finale, au moment où le ressort est comprimé de 10 cm, c'est 2,67 mètres par seconde. Ensuite, on demande quelle est l'accélération du bloc au moment où le ressort est comprimé de 10 cm, donc à la fin. Alors là, je vais... si on cherche l'accélération, il n'y a pas d'accélération dans les calculs d'énergie. On va vraiment y aller avec un calcul au niveau des forces. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser la deuxième loi de Newton. La force totale égale la masse fois l'accélération. Donc, je vais regarder quelles sont les forces qui agissent sur mon bloc. J'ai la force gravitationnelle. J'ai une force normale due au plancher qui le supporte. Puis là, le ressort, il est comprimé, donc il est en train d'exercer une force vers la droite pour reprendre sa longueur naturelle qui est plus longue. Donc ça serait la force élastique. Comme il n'y a pas de frottement, ces trois forces-là sont l'ensemble des forces qui agissent sur l'objet. Mais là, je cherche une accélération qui se trouve dans la direction X. Il n'y a pas d'accélération ici en Y. Donc, je vais appliquer la deuxième loi de Newton en X seulement. La force totale en X égale la masse fois l'accélération en X. Donc, la seule force que j'ai en X ici, elle est dans le sens de l'axe des X positif, donc elle est positive. Et je vous rappelle que la grandeur de la force élastique faite par un ressort se calcule par K fois delta X. Donc là, j'ai ce qu'il me faut pour calculer mon accélération. K, c'est 500. Mon allongement ici, je dois le mettre en mètres. C'est enfin la compression, 0,1. Et c'est égal à ma masse de 2 fois AX. Donc, je trouve la grandeur de l'accélération. Ça me donne 25 mètres par seconde carré. Donc là, on pourrait dire aussi, en fait, c'est un vecteur, l'accélération. Le fait qu'on met la composante, on a obtenu un positif, ça nous indique que c'est vers la droite, là, dans le sens de l'axe des X, mais on pourrait aussi dire l'accélération, le vecteur est de 25 mètres par seconde carré vers la droite, ou à 0 degré. Voilà. Bon, à la question 5 maintenant, on dit qu'on a une caisse qui est initialement immobile au point A. Puis Mario va faire sur la caisse une force horizontale de 100 newtons pendant son déplacement de 3 mètres là, entre les points A et B. Puis après ça, il la laisse glisser. La caisse va descendre la pente, puis remonter. Donc on dit qu'il n'y a aucun frottement tout le long du trajet de la caisse. Alors en A, on demande le travail fait sur la caisse par Mario entre les points A et B. Donc si on revient dans l'énoncé, on voit qu'il applique une force de 100 newtons pour la faire avancer. D'après l'illustration, on a déduit un peu que la force est dans le même sens que le déplacement. Là. Mario, il fait une force comme ça vers la droite. Puis, le déplacement de la caisse entre les points A et B va être dans la même direction. Ça veut dire que si on calcule le travail fait par une force constante, ça va être la grandeur de la force fois le cosinus de l'angle entre la force et le déplacement. Mais donc, ici, ça va être un angle de 0 degré vu qu'ils sont dans la même direction. Donc, il n'y a pas d'écart entre leur orientation. Ensuite, on va multiplier par le déplacement qui est de 3 mètres. La force, ici, j'aurais pu écrire le 100 newtons. Fait que ça revient finalement à 300 parce que le cos de 0, ça fait 1. Donc, 300 joules, c'est le travail ou l'énergie que Mario va donner à la boîte pour qu'elle avance. Fait qu'au départ, la boîte était immobile. Là, on demande maintenant la vitesse de la caisse ou la boîte lorsqu'elle se trouve au point B. Donc, ici, on a vu qu'il y a un lien entre le travail fait sur un objet, le travail total, puis sa variation d'énergie cinétique. Dans ce cas-ci, si on regarde les autres forces qui agissent sur la boîte, je reviens au diagramme de corps libre en A, on a la force gravitationnelle qui est présente aussi et la force normale. Mais
nous avons vu que ces forces-là ici ne feraient pas de travail parce que si on faisait à leur tour une équation pour le travail qu'elles font, on aurait le cos de 90 degrés puisque la normale et la force gravitationnelle sont perpendiculaires au déplacement. Donc, le travail total ici, c'est le travail fait par Mario. Donc, c'est le 300 joules. Puis ça va être égal donc à l'énergie cinétique finale, 1/2 fois la masse de la caisse, c'était 25, fois la vitesse finale, c'est celle, je vais écrire vitesse du point B au carré, moins 1/2 fois la vitesse, la masse, 25, fois la vitesse initiale qui était de 0 au carré au point A. Donc là, on va pouvoir isoler. Le dernier terme est nul. On obtient que la vitesse au point B, c'est devenu 4, j'arrondis à 3 chiffres significatifs, ça me fait 90 mètres par seconde. Maintenant, on demande l'énergie mécanique de la caisse lorsqu'elle se trouve au point B. Donc, si on revient à l'image, bien là, bien sûr, on sait qu'on a une énergie cinétique qui est présente, mais non seulement ça, là, la caisse, elle va varier de hauteur, donc elle a aussi une énergie potentielle gravitationnelle au point B. Si on considère que la hauteur 0, là, y égale 0, ça va être vis-à-vis la hauteur des points C et D. OK, donc là, on est à une hauteur de 2 mètres. Donc, l'énergie mécanique au point B, ça va être constitué de l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle gravitationnelle au point B. Donc, l'énergie cinétique au point B, dans le fond, si je reviens à la question précédente, c'était ce morceau-là, mais il était égal à 300 joules. OK, donc ça, j'ai déjà que c'est 300 joules. Si vous n'aviez pas fait ce lien-là, vous pourriez toujours la calculer. On fait 1/2 fois la masse fois la vitesse de 4,9 au carré. À ça, on va ajouter mg fois la hauteur, donc 25 fois 9,8 fois la hauteur qui est de 2 mètres. Ça fait 300 plus 490 d'énergie potentielle gravitationnelle, donc 790 joules. C'est l'énergie mécanique au point B. Maintenant, on demande ensuite quelle est la vitesse de la caisse au point D, au point C, donc en bas de la pente. Fait que là, à partir du point B, la personne a cessé de faire un travail, donc il n'y a plus de force extérieure qui agisse sur la boîte, qui pourrait lui faire augmenter son énergie. Là. Mario, il a arrêté de la pousser au point B. Puis après ça, il n'y a pas de frottement non plus, donc on sait que l'énergie mécanique devrait rester conservée. Le 790 joules qu'on a calculé, l'énergie mécanique du point B, devrait être égale à l'énergie mécanique au point C. Donc, notre 790 joules, ça va être égal à l'énergie cinétique au point C, plus l'énergie potentielle gravitationnelle au point C. Mais là, on remarque qu'on est rendu à la hauteur 0, donc l'énergie potentielle gravitationnelle est nulle. Alors, on va se retrouver avec 790 joules égale 1/2 fois la masse de 25 fois la vitesse au point C au carré. Alors, la vitesse au point C est de 7,95 mètres par seconde. On constate que la vitesse a augmenté par rapport à quand c'était en haut de la pente au point B. C'est logique, là, ça a descendu la pente, ça n'a pas perdu d'énergie en frottement, donc la vitesse est augmentée. Ensuite, on demande la vitesse de la caisse lorsqu'elle se trouve au point D. Le point D est situé 1 mètre plus loin que le point C, mais le fait qu'on nous donne une distance de 1 mètre, ça aurait seulement eu un impact s'il y avait du frottement. Dans le cas d'un frottement, là, la caisse ralentirait entre les points C et D, puis on n'a pas vraiment trop investigué comment on calculerait la vitesse dans une situation comme ça. Mais là, ici, ce que je veux dire, dans le fond, c'est que s'il n'y a pas de frottement, au niveau énergétique, c'est la même situation qu'on avait au point C. Donc, on pourrait encore dire que l'énergie mécanique du point C égale l'énergie mécanique du point D. Puis là, ben, c'est encore le 790 qu'on a au point C. Puis c'est encore énergie cinétique au point D plus énergie potentielle gravitationnelle au point D. Mais c'est encore de 0, l'énergie potentielle gravitationnelle. Voyez-vous que c'est exactement le même calcul qu'on avait ici. Donc, autrement dit, la vitesse demeure constante. La vitesse au point D, c'est encore 7,95
mètres par seconde. Finalement, on demande la vitesse de la caisse lorsqu'elle se trouve au point E. Donc là, elle va remonter une pente de hauteur 4 mètres. Alors là, on peut continuer avec l'énergie mécanique du point D qui égale l'énergie mécanique du point E. Donc, encore une fois, l'énergie est conservée. Donc, j'ai 790 joules égale énergie cinétique au point E plus énergie potentielle gravitationnelle au point E. Là, cette fois, la hauteur n'est pas de 0. Puis là, on cherche l'énergie cinétique parce qu'on veut la vitesse. Donc, on a 790 joules égale, je vais écrire encore énergie cinétique au point E, plus mg fois la hauteur, donc 25 fois 9,8 fois la hauteur de 4 mètres. Donc, on a 790 joules égale énergie cinétique au point E plus 980 joules. Là, OK, il y a un petit problème. C'est qu'on se retrouve avec une énergie cinétique pour le point E inférieure à 0. Ça fait moins 190. En d'autres mots, il y a un manque d'énergie pour se rendre au point E. L'énergie cinétique, je vous rappelle que c'est égal à une valeur positive. Ça serait égal, s'il y avait de l'énergie qui restait, à 1/2 fois la masse fois la vitesse au point E au carré. Donc, c'est impossible ici, absolument impossible qu'il y ait égalité, puis qu'on isole notre vitesse finale au point E. La raison, c'est qu'on va tomber comme en panne. OK? Il va manquer d'énergie pour se rendre jusqu'à la hauteur 4 mètres. Fait que peut-être que le bloc va arrêter comme ici, sur la pente. Finalement, quelle est la vitesse de la caisse au point E? C'est un petit peu une question mal formulée. Elle ne se rend pas au point E. C'est ça la réponse. OK. Au numéro 6, on a un bloc de 4 kg qui se déplace de 55 cm à partir du repos le long d'une rampe inclinée de 35 degrés là, au-dessus de l'horizontale. Et on indique aussi qu'une force de frottement cinétique de 6 N agit sur le bloc. Là, j'ai dessiné la force de frottement cinétique parce qu'on y réfère en A. On dit de calculer le travail fait par la force de frottement pendant le mouvement du bloc. Donc, ici, c'est le travail d'une force constante qu'on veut calculer. Donc, on va faire la force de frottement cinétique fois le cosinus de l'angle entre cette force-là et le déplacement. Et on multiplie aussi par le déplacement en mètres. Donc, on y va ici avec notre calcul parce que la force de frottement est déjà donnée, c'est 6 N. Et voyez-vous ici, l'angle par rapport au déplacement, c'est complètement en sens opposé. Donc, ça va être le cosinus de 180 degrés. Et ensuite, on va multiplier par le déplacement, mais en mètres, ça va être donc 0,55. Donc, voici la réponse, c'est moins 3,3 joules de travail fait par le frottement. La valeur négative ici indique que c'est une partie du travail total là, qui va contribuer à faire diminuer l'acquisition de vitesse. Donc, le bloc ne va pas nécessairement ralentir en fait, mais il va accélérer moins rapidement. Ensuite, on demande de calculer le travail fait par la force normale pendant le mouvement du bloc. Donc maintenant, si on retourne au diagramme de force, la force normale pointe en sens perpendiculaire à la surface et pour soutenir le bloc. Et ça se trouve être perpendiculaire au déplacement. Donc, si on fait le calcul du travail fait par la force normale, peu importe la grandeur de la force normale, on va multiplier par le cos de 90 degrés. Ensuite, le déplacement, là, mais ça donne 0 parce que le cos de 90 degrés donne 0. Et ça va être le cas pour les forces qui sont perpendiculaires. Maintenant, après ça, on demande le travail fait par la force gravitationnelle pendant le mouvement du bloc. Donc, pour la force gravitationnelle, elle n'est pas perpendiculaire dans ce scénario ici. Elle est comme ça vers le bas. Alors là, on va avoir besoin de son angle par rapport à l'axe, la direction dans laquelle se fait le déplacement. Alors, si je trace mon triangle rectangle ici qui représente un peu le sol, le 35 degrés comme ça par rapport à mon déplacement, et j'ai 90 degrés entre le sol et la force gravitationnelle. Là, je fais 180 moins les angles ici. Ça me donne que j'ai 55
degrés entre le déplacement et la force gravitationnelle. Dans le calcul du travail, on a le choix de prendre soit cet angle-là ou encore l'orientation du déplacement, l'orientation conventionnelle qui serait de 305 degrés. Le cosinus de ces deux angles-là donne la même valeur, donc c'est au choix. Fait que je vais prendre le 55 degrés. Fait que le travail fait par la force gravitationnelle, il faudrait aussi que je trouve la valeur de la force gravitationnelle. Et j'ai un bloc qui pèse 4 kg, donc ça va être 4 fois 9,8. Ce qui fait 39,2 newtons. Et puis, là, je mets ça dans ma formule pour calculer le travail fait par une force constante. Donc, la grandeur de la force, 39,2, fois le cosinus de l'angle entre la force de déplacement, 55 degrés, ou encore 305, et fois la grandeur du déplacement en mètres, 0,55 mètres. Et ça nous donne 12,37 joules. Donc, à partir maintenant de l'équation travail total égale variation de l'énergie cinétique, on demande de calculer la vitesse finale du bloc. Faudrait quand même vérifier est-ce qu'on a le travail fait par toutes les forces, mais si on considère le diagramme de corps libre ici, la réponse c'est oui. Il y a seulement que ces trois forces-là qui agissent sur le bloc. Donc là, je vais pouvoir faire mon calcul du travail total, qui est de... je vais mettre la valeur positive en premier, 12,37 moins 3,3. Donc, ça me donne un travail total de 9,07 joules. Cette valeur de travail-là, ça va être égal à 1/2 fois la masse fois la vitesse finale au carré, moins 1/2 fois la masse fois la vitesse initiale au carré. Je vais aller vérifier si ça disait que ça part de la vitesse de 0 à partir du repos. Oui, donc la vitesse initiale est de 0 et la masse est de 4. Donc 9,07 égale 1/2 fois 4 fois V finale au carré moins 0. L'énergie initiale était de 0. L'énergie cinétique. Alors ici, j'obtiens que ma vitesse finale, c'est une valeur de 2,13 mètres par seconde. On demande ensuite de trouver l'accélération du bloc à l'aide d'une des équations du MRUA et des valeurs trouvées précédemment. Donc, OK, j'ai ma vitesse finale qui est de 2,13 mètres par seconde. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bien, j'ai dit que ma vitesse initiale, c'était 0, c'est parti du repos. Puis l'autre information que j'ai, c'est utile dans une équation du MRUA, c'est le déplacement. Donc, je dois le mettre en mètres ici. Le déplacement va être de 0,55 mètres. Donc là, je vais consulter mes équations pour voir laquelle me permettrait d'isoler directement l'accélération, et c'est celle avec les vitesses au carré. Donc, voici le calcul ici et quand j'isole, j'obtiens que l'accélération est de 4,13 mètres par seconde carré. À la question 7, on a une petite balle de 0,3 kg qui oscille au bout d'une corde. Donc, elle est lancée à partir du point A et atteint sa hauteur maximale au point C. Là, vous voyez, il y a différentes hauteurs qui sont fournies et on demande en A de trouver l'énergie mécanique totale de la balle lorsqu'elle se trouve au point C, sachant que sa vitesse est nulle à cet endroit. C'est comme le point le plus haut que la balle va atteindre avant de redescendre. Alors, l'énergie mécanique, quand il n'y a pas de ressort, ce serait possiblement l'énergie cinétique et l'énergie potentielle gravitationnelle. Seulement, on vient de dire que la vitesse est 0 au point C, donc l'énergie cinétique est nulle. Alors, on va pouvoir simplement calculer l'énergie mécanique en faisant la masse fois 9,8 fois la hauteur en mètres. Donc, 0,3 fois 9,8 fois 0,2. Donc, ici, on a 0,588 joules. Ensuite, on demande la vitesse de la balle lorsqu'elle se trouve au point B. Donc, ça, c'est le point le plus bas. Mais là, vous voyez, dans le fond, toutes nos hauteurs, on les prend par rapport au sol. Elles sont données déjà par rapport à cet endroit-là. Donc, il n'y aura pas d'endroit dans la trajectoire de la balle où est-ce que la hauteur va être 0. On va continuer à considérer qu'il y a des énergies potentielles partout.
Alors, on sait que dans un système comme ça, il n'y a pas de perte d'énergie. L'énergie mécanique est conservée. Donc, l'énergie mécanique qu'on a trouvée pour le point C, ça va être égal à l'énergie mécanique à l'endroit qui nous intéresse au point B. Donc, ici, on va pouvoir dire que le 0,588 joules va être égal à l'énergie cinétique au point B, plus l'énergie potentielle gravitationnelle au point B. Et là, la vitesse qu'on cherche est dans l'énergie cinétique. Donc, on a 0,588 joules égale l'énergie cinétique au point B, plus la masse de 0,3 fois 9,8 fois la hauteur qui est maintenant au point B de 0,1 mètre pour le 10 cm. Je continue ici. OK, donc quand on fait le calcul ici, l'énergie cinétique au point B, ça nous donne 0,294. C'est que dans le fond, la valeur de 0,294 qu'on a ici, c'est la moitié du point 588. Donc quand on le soustrait, ça nous donne le même chiffre. Et cette énergie-là, ben, c'est l'énergie qui est liée à la vitesse, donc 0,294 joules. Ça va être égal à 1/2 fois la masse de 0,3 fois la vitesse au point B au carré. Alors, la vitesse au point B est de 1,4 mètres par seconde. Et ensuite, on demande la vitesse avec laquelle on a lancé la balle au point A. Donc, ici, une hauteur de 15 cm au point A. C'est un peu la même démarche qu'on vient juste de faire. L'énergie est partout pareille. On peut dire que l'énergie mécanique qu'on avait au point B et au point C, disons celle du C, est égale à celle du A. Encore, donc 0,588 égale l'énergie cinétique au point A, plus l'énergie potentielle gravitationnelle au point A. Donc, 0,588 égale l'énergie cinétique au point A qu'on veut trouver, plus 0,3 kg fois 9,8 fois la hauteur qui est maintenant de 0,15 mètres. Donc, on a 0,588 joules égale énergie cinétique au point A, plus 0,441 d'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, qu'est-ce qui reste comme énergie cinétique au point A? C'est une valeur de 0,147 joules. Et on peut donc calculer la vitesse. Donc, 0,147 joules, c'est 1/2 fois la masse de 0,3 fois la vitesse au point A au carré. Donc, la vitesse au point A est de 0,99 mètres par seconde. On demandait à quelle vitesse la balle a été lancée du point A, bien c'est cette vitesse-là. Au numéro 8, on revient sur les concepts de base pour les vecteurs. Donc, on dit on a un vecteur de vitesse qu'on connaît la composante X et la composante Y. Donc, ici, on demande la grandeur de la vitesse. Ici, donc, ça va être égal à la racine carrée du carré des composantes additionnées ensemble. Donc, 3 au carré plus 7 au carré. On fait la racine et ça nous donne une vitesse donc de 7,62 mètres par seconde. Ensuite, on demande l'orientation de la vitesse. Remarquez ici que les deux composantes sont positives, donc on n'aura pas à modifier l'angle, on peut simplement appliquer l'équation telle qu'on la connaît. L'angle, l'orientation va être égale à arc tangente de la composante Y, 7, sur la composante X de 3. Et on obtient une orientation de 66,8 degrés. Donc, numéro un peu plus simple, celui-là. Maintenant, à la question 9, on dit que le graphique suivant montre la vitesse en fonction du temps d'une voiture de 1200 kg. Donc, ça, c'est la masse. Quelle est la force résultante, oups, il manque un petit T, exercée sur la voiture au temps 5 secondes. Donc, si je vais au graphique, regarder au temps 5 secondes, qui est le point ici sur le graphique, on demande quelle est la force qui est exercée sur la voiture. Pour connaître la force exercée sur la voiture, ça va nous prendre, ici ce qu'on cherche c'est donc la force totale, et ça va nous prendre la masse, on l'a déjà, et l'accélération de la voiture. Donc ça c'est la deuxième loi de Newton. Pour trouver l'accélération de la voiture, je vous rappelle que on peut y arriver par le calcul de la pente du graphique.
Bien, le calcul de la pente du graphique de la vitesse en fonction du temps, ce qui revient aussi, je peux dire, là, à l'équation delta V sur delta T. C'est la même chose que le calcul de la pente. Donc, c'est important ici de bien choisir les 2 points dont on va se servir pour le calcul de la pente. Premièrement, on ne veut pas du tout considérer des points qui sont dans un intervalle avant 3 secondes, parce que c'est pas la même pente. Donc, l'accélération n'était pas la même à ce moment-là. On veut se tenir dans la zone ici entre 3 et 7 secondes. Fait que je vais aller chercher un point à la fin, puis un point au début. La règle, c'est d'aller chercher des points qui coïncident bien avec les axes. Donc, qu'on est certain qu'il n'y a pas trop d'incertitude liée à notre mesure. Donc, ici, ça va être l'accélération, ça va être donc la vitesse finale moins la vitesse initiale sur le temps final moins le temps initial. Autrement dit, c'est y final moins y initial parce que v, c'est l'axe des y, sur x final moins x initial parce que le temps, c'est l'axe des x. Donc, ma vitesse finale est de 0, moins ensuite ma vitesse initiale qui était de 6 mètres par seconde. Et je divise ensuite par le temps final qui est à 7 secondes. Et le temps initial, mon premier point, je l'ai pris à 3 secondes. Ce qui me fait une accélération de moins 1,5 mètres par seconde carré. Ici, le moins m'indique que ça ralentit. Si je considère que les vitesses ici, ils sont positives. Donc, ici, dernière étape, ça va être de calculer la force résultante. Là, je vais juste aller chercher comme la grandeur de la force. J'aurais dû le spécifier ici, sa grandeur. Parce qu'on n'a pas d'indication de figure qui nous dirait dans quelle direction ça pointe pour donner une orientation de toute façon. Fait que je vais utiliser la valeur absolue. Ça, c'était comme la composante X, c'est pour ça que c'est négatif. Alors, la force totale, ça va être la masse de 1200 kg fois la grandeur de l'accélération, 1,5 mètres par seconde carré. Ça me fait 1800 newtons. Donc, comme la voiture ralentit, c'est probablement une force qui est due au frein. Ensuite, au numéro 10, on a une question qui se produit dans l'espace. On dit la masse de la Station spatiale internationale est de 419 000. La virgule, je devrais l'enlever parce que je pense que j'ai pris ça d'un site anglais. Parce que nous, on ne met pas de virgule. C'est 419 700 kg. C'est pas 419 kg. La station spatiale, ce serait vraiment trop petit. Celle-ci se trouve à une altitude de 408 km. Donc, l'altitude, c'est la distance par rapport à la surface de la Terre. Si la Terre est comme ça, la Station spatiale internationale est là. Donc, ça, c'est la distance de 408 km. Puis, on nous dit que le rayon de la Terre, bon, disons que ça, c'est le centre de la Terre, là. Le rayon ici, c'est 6371 km. Puis là, on a la masse de la Terre et la masse de la Station spatiale internationale. On nous donne la constante de gravitation universelle. On nous demande quelle est la grandeur de la force gravitationnelle subie par la Station spatiale internationale causée par la Terre. Donc, on va utiliser la loi de la gravitation universelle, donc la force gravitationnelle qui est la constante G, fois la masse de l'objet 1, ici on pourrait dire la Station spatiale internationale, fois la masse de l'objet 2 qui serait la Terre, sur R carré. Mais R dans cette formule-là, il faut faire attention, c'est pas nécessairement le rayon de la Terre, c'est la distance entre le centre d'un des objets et le centre de l'autre. Donc si vous comprenez ici, là, on va devoir additionner l'altitude au rayon de la Terre pour avoir la bonne distance. Puis on va devoir aussi le mettre en mètres. Donc je vais faire une petite parenthèse ici. R, ça va être égal à 408 km plus le 6371 km. Là, ça me donne 6779 km. Mais pour le calcul, je vais devoir le mettre en mètres. Donc, il y a combien de mètres dans un kilomètre? Il y en a 1000. Donc, je multiplie par 1000. Et là, j'obtiens 6 779 000 mètres. C'est ça qui doit aller dans mon équation. Je vois que je n'ai pas laissé beaucoup d'espace ici, là. Au pire, on continuera dans la lettre B. Donc, la force gravitationnelle, ça va être donc le 6,67 fois 10 à la moins 11, multiplié par la masse de la Station spatiale internationale, 419 700, fois la masse de la Terre, 5,97 fois 10 à la 24. Puis je vais devoir diviser tout ça par
6 779 000 au carré. Donc, voici la réponse. Ici, on obtient, ben, vous pouvez l'écrire d'une façon ou de l'autre, soit 3 636 700 newtons. Si vous gardez juste les trois chiffres significatifs minimum qui seraient exigés, ce serait 3 640 000 newtons. Ou encore, on peut écrire en notation scientifique 3,64 fois 10 à la 6 newtons. Puis pour la question B, on n'a pas à répéter le calcul. On demande maintenant quelle est la grandeur de la force gravitationnelle subie par la Terre causée par la Station spatiale internationale. Donc là, on regarde l'interaction entre les deux. Et si on sait que la troisième loi de Newton nous dit que ce sont des forces égales, donc la force ici va être la même. Elles vont pointer dans des sens inverses, mais ça va être la même force. Donc 3,64 fois 10 à la 6 newtons. OK, à la question 11, maintenant, la masse de Joe est de 65 kg, puis il est dans un ascenseur. Alors, on demande la force normale dans différentes situations. Là, j'ai déjà tracé le diagramme de corps libre sur Joe. Donc, il y a la force gravitationnelle qui s'exerce sur lui, puis dans le fond, il y a le plancher de l'ascenseur qui est ici, donc la force normale qui s'exerce vers le haut. Alors, au début, on dit l'ascenseur est immobile. Donc là, c'est la situation la plus simple où est-ce que la force totale, selon l'axe Y, est égale à la masse fois l'accélération Y, mais là, si c'est immobile, l'accélération est 0. Donc, la force totale en Y est 0. Ça veut dire que nos deux forces doivent s'annuler. J'ai la force normale qui est positive, elle pointe vers le haut. Puis là, j'ai la force gravitationnelle qui est négative. Donc, la somme des deux donne 0. Puis, je peux facilement donc faire le calcul ici. J'ai Fn moins 65 fois 9,8 égale 0. Encore, ici, on trouve que la force normale est égale à la force gravitationnelle, ce qui donne dans ce cas 637 newtons. Maintenant, ça va varier dans d'autres situations selon est-ce qu'il y a une accélération ou non. Donc, en B, on dit on a une accélération vers le haut. J'ai mis ici le sens de l'accélération. Puis, c'est 1,5 mètres par seconde carré. Donc, cette accélération-là va être positive parce qu'elle pointe dans le même sens que l'axe des Y. Fait que qu'est-ce qui va changer dans notre démarche? C'est à droite de l'équation. OK? Toujours la même loi, deuxième loi de Newton, force totale en Y est égale à la masse fois l'accélération en Y. Et côté gauche, l'équation demeure identique. Force normale moins, puis là, je vais tout de suite mettre le 637, qui est la force gravitationnelle. Et à droite, c'est égal à ma masse de 65 kg fois mon accélération en tenant compte du signe, parce que là, on veut la composante, mais c'est un signe positif, donc plus 1,5 mètres par seconde carré. Alors, si on multiplie 65 fois 1,5, ici, on obtient 97,5. Puis, on envoie le 637 de l'autre côté pour isoler, et on obtient que la force normale aura une grandeur de 734,5 newtons. Donc, il va se sentir plus lourd parce que la force normale ici, là, la pression que le plancher fait sous ses pieds, c'est plus grand que quand c'est immobile. Ensuite, on demande en C si l'ascenseur subit une accélération de 1,5 mètres par seconde carré vers le bas. Donc là, cette fois, l'accélération dirigée vers le bas va être de signe négatif. Donc, qu'est-ce qui va changer dans notre équation? C'est juste la petite partie ici. Donc, si on réécrit ça, on a Fn moins 637 égale la masse de 65 fois moins 1,5. Donc, Fn moins 637 égale moins 97,5. Et là, quand je fais le calcul, j'obtiens que la normale, ça va être 637 moins le 97,5, 539,5 newtons. Donc, cette fois, il se sent plus léger parce que sa normale, la pression en dessous de ses pieds, c'est moins que la normale qu'il ressent dans une situation où l'ascenseur est immobile. Dernière question ici, c'est l'ascenseur se déplace vers le haut à une vitesse de 4 mètres par seconde, mais une vitesse constante. Ça se traduit comme une accélération qui est nulle. Donc, c'est la même situation, je vais dire, là, qu'en A. Alors, la normale va être de 637 newtons. Le calcul serait identique, là. Force normale
637 newtons. Okay. Je dessine le diagramme de corps libre. On dit qu'il y a une accélération. Ça, c'est pas une force, mais je vais l'illustrer quand même, mais vers la droite. Puis, lui, il exerce une poussée comme ça. Je vais juste écrire force F. Puis, on n'indique pas qu'il n'y a pas de frottement. Puis, on va demander plus tard là, la force de frottement. Donc, il y a un frottement. Ça ne serait pas très réaliste une situation où est-ce qu'on essaie de bouger une grosse caisse comme ça puis qu'il n'y ait aucun frottement. Là. Mais, bref, il y a un frottement cinétique. Donc, ben ça, c'est la question A. Là. Donc, je l'ai fait directement sur le dessin, ce que vous pouvez faire. Sinon, vous faites un petit carré puis vous le faites dessus. Ensuite, on demande c'est quoi la grandeur de la force normale que le plancher exerce sur la caisse. Donc, c'est similaire à la question qu'on vient de faire, encore une fois, là, dans l'ascenseur. On a une situation où il n'y a pas d'accélération en Y. Fait que là, comme il n'y a aucune autre force en Y que la force normale et la force gravitationnelle, les deux autres forces sont seulement en X. C'est la même situation que tantôt. OK? Donc, force totale en Y égale masse fois l'accélération Y qui est nulle. Donc ici, je vais aller un peu plus vite. Là, la force normale égale la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la boîte. Donc 60 fois 9,8. Ça fait 588 newtons. Maintenant, quelle est la grandeur de la force de frottement cinétique que le plancher exerce sur la caisse? Là, le frottement cinétique, lui, se trouve à être en X. Donc, on va faire une analyse avec la deuxième loi de Newton en X. Force totale en X, ça va être égal à la masse fois l'accélération en X, qui, elle, n'est pas 0. Donc, en X, si je retourne à mon diagramme, j'ai seulement que la force faite par Tommy, qui est positive, et la force de frottement négative, mais je ne connais pas sa valeur. La force faite par Tommy est de 180 newtons. Fait que ça me fait plus 180 newtons moins la force de frottement inconnue. Il n'y a pas d'autre force en X, donc c'est égal à la masse de la boîte 60 fois l'accélération. Là, on regarde le signe. Elle pointe dans la même direction que l'axe des X positif, donc c'est positif 0,5. Puis, en isolant, on va obtenir 150 newtons. On demande ensuite, la caisse exerce-t-elle une force sur les mains de Tommy? Si oui, quelle est la grandeur de cette force? Donc là, ça, c'est la réponse, c'est oui, puisqu'on a deux objets en interaction, les mains de Tommy et la caisse. Donc, ils vont exercer l'un sur l'autre une force de grandeur égale, mais de sens opposé. Donc, si Tommy y force avec 180 newtons, cette force-là aussi a une grandeur de 180 newtons sur les mains de Tommy. Bon, il nous reste deux numéros. Au numéro 13, ici, on a un bloc qui va glisser à partir du point A en descendant un plan incliné. Ensuite, il traverse une surface horizontale et il va aller comprimer un ressort. Donc, on connaît la constante d'élasticité, la masse de la balle, puis les différents paramètres qui sont dans le schéma. Alors, on demande pour commencer quelle est l'énergie mécanique du bloc alors qu'il se trouve au point A. L'énergie mécanique ici, au point A, ça va être constitué d'une énergie potentielle gravitationnelle, en supposant que on va mettre la hauteur de 0 au point le plus bas. Donc là, on a une hauteur qui est au-dessus de 0. Puis, ça part initialement immobile. Donc là, je vais quand même écrire, j'aurais pu avoir de l'énergie cinétique au point A, mais c'est 0. Là, je ne parlerai pas du ressort tout de suite parce que là, pour l'instant, le bloc n'est pas en contact avec le ressort. Donc là, il y a un petit défi, c'est qu'il faut aller chercher la hauteur. On a une hypoténuse ici de 8 mètres pour un angle d'élévation de 15 degrés dans un triangle rectangle. Donc, la hauteur ici du point A, bien, on va pouvoir le calculer en utilisant la formule d'un sinus. OK? Donc, le sin de 15, ça serait égal à l'opposé, la hauteur qu'on cherche, sur l'hypoténuse de 8. Donc, la hauteur au point A, ça va être 8 sinus de 15. Ça fait 2,07 mètres.
Maintenant, je peux calculer mon énergie potentielle au point A, l'énergie potentielle gravitationnelle. Fait que la masse, c'est de 10. Ensuite, je multiplie par 9,8 et par la hauteur de 2,07. Ça fait 202,86 joules. Alors là, on demande quelle est la vitesse du bloc lorsqu'il passe au point B. Bien, en descendant, le bloc va conserver son énergie mécanique, mais elle va avoir une forme différente. Donc, l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique au point B parce qu'il n'y a pas de frottement. Donc ici, c'est le 202,86 joules va être égal à l'énergie mécanique au point B. J'ai les mêmes types d'énergie possibles, l'énergie cinétique au point B, plus l'énergie potentielle gravitationnelle au point B. Mais au point B, je suis rendue à la hauteur que j'ai choisie comme 0. Donc, finalement, le 202,86 joules va être rendu sous forme d'énergie cinétique, fait que ça va être égal à 1/2 fois la masse de 10 fois la vitesse au point B au carré. Donc, j'obtiens ici ma vitesse au point B. OK, alors ça donne 6,37 mètres par seconde. Là, on demande après ça de quelle longueur le ressort va se comprimer. Voyez-vous ici, là, on nous indique que le bloc va parcourir un autre 5 mètres, puis là, il va atteindre le ressort. Le 5 mètres qui est donné ici n'est pas pertinent parce que, comme il n'y a pas de frottement, le bloc va continuer avec la même énergie jusqu'à ce qu'il y ait la fin de la compression du ressort. Donc, on peut dire que l'énergie mécanique au point B, c'est la même qu'au point C. Alors, on a encore 202,86 joules. Puis là, les formes d'énergie, on va avoir l'énergie cinétique peut-être, l'énergie potentielle gravitationnelle peut-être. Puis, on va ajouter à ça l'énergie potentielle élastique ici au point C. Parce que là, le ressort est comprimé. On devrait avoir une valeur ici. La question, c'est quelle est cette valeur-là? Parce que ça va nous permettre de trouver la compression du ressort après ça. L'énergie potentielle gravitationnelle, c'est 0 parce qu'on est à la hauteur de 0. Puis, il faut comprendre aussi que lorsque le bloc s'en vient comprimer le ressort, il va ralentir, puis il va atteindre la vitesse 0, puis après ça, il va peut-être être réjecté. Mais la vitesse au point C est 0 parce que c'est la compression maximum, puis il est en train de changer de direction. Donc, il n'y aura pas d'énergie cinétique au point C. Donc, on a 202,86 égale 1/2 fois la constante de rappel, oui, 1500. Oups. Donc, fois 1500 fois la compression au carré. La compression maximale du ressort, c'est 0,52 mètres. OK, donc pour finir, on a Jean-Guy ici, dont on connaît la masse, 20 kg, qui pousse le traîneau avec 100 newtons orienté à 45 degrés sous l'horizontale. Puis, il est lié dans le traîneau fait 10 kg et il est lié 20 kg, puis la force de frottement cinétique sur le traîneau est 50 newtons. Fait que là, on demande en premier la force normale que le sol exerce sur le traîneau. On va se faire un diagramme de corps libre pour l'analyse du traîneau. La masse de Jean-Guy est fournie, mais je ne pense pas que ce soit utile. Donc ici, sur le traîneau, on a la force gravitationnelle, puis notez ici que là-dedans, je vais inclure la masse du traîneau et la masse de Lily parce que c'est un ensemble qui se fait pousser ici. On a la force normale du sol vers le haut qu'on cherche. Puis là, Jean-Guy pousse le traîneau comme ceci avec une certaine force. Et ça, c'est à 45 degrés sous l'horizontale. Et pour finir, on va avoir une résistance au glissement, donc un frottement cinétique sous le traîneau. Je vais faire mes axes ici, donc un axe des X vers la droite, comme ça, axe des Y vers le haut. C'est juste par rapport à l'orientation de la force faite par Jean-Guy, on va avoir besoin d'aller chercher ça, mais vous voyez ici que ça va être finalement 180 degrés plus 45 degrés, ce qui fait 225 degrés. L'orientation ici, l'orientation de ma force F, c'est 225 degrés. OK? Fait que là, si je cherche la force normale exercée sur le traîneau, la force normale, on voit qu'elle est en Y. Donc, on va appliquer la deuxième loi de Newton en Y. La force totale en Y égale la masse fois l'accélération en Y.
Alors, l'accélération verticale ici, il n'y en a pas. Le traîneau ne se met pas à voler, là, donc ça va donner 0. Puis la force totale en Y, bien, j'ai quelles forces qui ont des composantes Y? En fait, j'en ai 3. La seule qui n'a pas de composante Y, on pourrait dire tout de suite, c'est le frottement cinétique. Lui, il est seulement en X. Mais je vais avoir la force normale, donc, qui est positive, puisqu'elle pointe dans le sens du Y positif. Ça, c'est la valeur que je cherche. J'ai la force gravitationnelle que je vais pouvoir calculer qui est négative. Puis, je vais ajouter à ça la composante de force Y. Donc, là, je vais utiliser l'orientation avec le sinus pour la force faite par Jean-Guy. Donc, F sin de son angle, ça va donner 0. Je vais mettre mes valeurs ici. Pour commencer, en fait, je vais peut-être aller faire un petit calcul pour la force gravitationnelle. Fait qu'au total, ici, j'ai 30 kg pour le traîneau plus Lily fois 9,8. OK? Fait que ça va me donner 294 newtons pour la force gravitationnelle. Donc, j'ai la force normale, moins 294, plus, lui, il pousse avec une force de 100 fois le sinus de 225 degrés égale à 0. Si je calcule le 100 sin de 225, c'est une valeur négative. Hein? Ça donne moins 70,71 newtons. C'est normal que ce soit négatif parce que vous voyez que la contribution verticale est vers le bas. Donc, maintenant, en isolant, je vais faire 294, ça devient positif, là, plus le 70,71. Et là, j'obtiens que la force normale est égale à 365 newtons. On demande après ça quelle est l'accélération du traîneau. Donc, on va maintenant faire l'analyse des forces en X. Force totale en X va être égale à la masse fois l'accélération en X, la composante X pour le traîneau. Donc ici, pour les forces en X, il y a deux forces qui ne seront pas présentes. La force normale n'est pas du tout en X et la force gravitationnelle non plus. Donc, on va pouvoir se limiter à calculer les composants X de la force faite par Jean-Guy et du frottement. Donc, pour la force faite par Jean-Guy, c'est le 100 newtons, mais cette fois, on fait cosinus de 225 degrés. Puis, la force de frottement, elle est positive. Elle pointe vers la droite, ce qui est le même sens que l'axe des X. Et on nous indique que c'est une grandeur de 50 newtons. Donc, on va faire plus 50 newtons. Ça va être égal à la masse. Donc, la masse du traîneau avec Lily, là, 30 kg, fois l'accélération en X qu'on recherche. Pour la partie 100 cos de 225, ça me fait encore moins 70,71. C'est une composante qui est égale à tantôt, là, à celle de tantôt. Fait que là, je fais ça plus 50. OK, donc à gauche, j'obtiens moins 20,71 égale 30 AX. AX va donc être égal à moins 0,69 mètres par seconde carré. Qu'est-ce que ça veut dire le signe négatif? Ça m'indique juste la direction de l'accélération. Donc, par rapport à l'axe des X, l'accélération est donc vers la gauche. Alors, on va pouvoir donner le vecteur d'accélération ici. On pourrait dire que l'accélération est de 0,69 mètres par seconde carré vers la gauche ou à 180 degrés. Ensuite, on demande la force que le traîneau exerce sur Jean-Guy. Donc ça, c'est basé sur le principe action-réaction, la troisième loi de Newton. On a déjà l'information que Jean-Guy fait une force de 100 newtons sur la poignée du traîneau. Donc, la poignée du traîneau va résister avec une force de 100 newtons. On pourrait aussi indiquer la direction, comme Jean-Guy, il fait sa force dans cette direction-là. Alors, c'était 45 degrés sous l'axe des X. Bien là, celle-là, ça va être à 45 degrés là, conventionnel. Donc, 100 newtons à 45 degrés. Et voilà. Donc, ça complète le document d'exercice de révision. C'était beaucoup de travail,
Mais là, en ayant fait ça, là, bon, vous allez pouvoir vous concentrer sur ces numéros-là, puis ça va bien vous préparer pour votre examen final. Fait que vous allez retrouver des situations similaires dans l'examen final. Vous ne devriez pas être pris au dépourvu. Fait que c'est ça. Donc, on se revoit à ce moment-là, puis je vous souhaite bonne chance, bonne étude. Au revoir.